tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du week-end. Envoyé spécial le samedi, nous avons choisi de vous faire voir ou revoir 3 reportages. Bonjour, avez-vous déjà vu un billet de 500 € introuvable dans les distributeurs, rarement accepté par les commerçants qui utilisent donc cette grosse coupure? Enquête sur un billet au cœur de tous les trafics, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Et une nouvelle rubrique dans Envoyé spécial, décoder, décrypter, rechercher le sens caché. C'est d'abord au discours de Marine Le Pen que nous nous sommes intéressés. Dit-elle la vérité et dit-elle autre chose que Jean-Marie Le Pen? Et enfin, nous vous proposons un document sur les métiers de l'art, ébénistes, forgerons, artisans laqueurs. En France, ce secteur est en pleine mutation. Comment ce corps de métier s'est-il réinventé au point de devenir une force économique insoupçonnée? Alors, cette question, combien d'argent liquide avez-vous dans vos poches? Eh bien, sachez qu'en moyenne, les Français ont 42,50 € sur eux en billets et en pièces. Presque la moitié des paiements se fait aujourd'hui par carte bancaire. Mais le liquide reste plébiscité pour les petits achats du quotidien. Mais alors, à quoi sert le billet de 500 €, très rarement accepté dans les magasins? C'est l'objet de cette première enquête. Pourquoi le billet de 500 € est-il aussi rare et pourquoi sent-il le soufre? Est-il au cœur de tous les trafics, évasion fiscale et blanchiment d'argent? C'est un reportage de Chloé Vienne. J'en avais entendu parler, mais comme vous, je ne l'avais jamais vu. Il est rosé, voire violet, et même blanc cassé. D'un côté, la carte de l'Europe. De l'autre, le dessin d'un pont moderne. 500 € imprimés sur un papier en coton glacé. Ce billet, il en existe plus de 600 millions en Europe et pourtant, nous ne l'avons presque jamais entre les mains. Il est tellement rare qu'on pourrait l'exposer. Pendant plusieurs mois, j'ai suivi à la trace ce billet pas comme les autres. Chez les commerçants, dans les banques. J'ai rencontré des clients un peu particuliers qui l'ont souvent entre les mains. J'ai découvert que ce mystérieux billet de 500 € servait de nombreux trafics. Évasion fiscale et blanchiment d'argent. Ce billet de 500 que je n'ai jamais eu en poche, je décide de me le procurer. Mon premier réflexe, le distributeur automatique. La machine ne propose que des billets de 10 et de 20 €. Aucune coupure de 500. Je me rends alors dans plusieurs agences bancaires. Je filme en caméra cachée. Bonjour monsieur, juste un petit renseignement. Je peux pas retirer un billet de 500 €? Non. Ah, et ici, je peux retirer? Non plus. Ah. Merci. Au revoir. Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais retirer 500 € en billet de 500. Non. Ah non, d'accord. Parce qu'au distributeur, on ne peut pas retirer un billet de 500? Ouais, non, jamais. D'accord. Bonjour. Quand j'insiste un peu, j'en deviens suspecte. Est-ce que vous aviez besoin d'un billet de 500 pour quelle raison? Ah ben, c'est personnel, non? C'est pour payer, oui. Un billet de 500. Merci, au revoir. 6 tentatives, 6 échecs. Une dernière possibilité s'offre à moi, appeler ma banque. Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais retirer 1500 € en billet de 500 €. Un billet de 500? Oui. Là, c'est vraiment très spécifique votre demande. Vous pouvez vous déplacer dans une agence pour qu'ils fassent une commande spécifique auprès des convoyeurs de fonds. D'accord. Eh bien, je vous remercie pour l'information. Merci. Au revoir. Pour obtenir ce billet, je dois donc le commander à mon agence bancaire. 10 jours plus tard, j'ai dans mon sac mon premier billet de 500 €. Il m'a été remis dans cette enveloppe plastifiée
Beaucoup de précautions pour un seul billet. Je peux enfin découvrir et toucher cette coupure qu'on ne voit presque jamais. La dépenser sera-t-il aussi compliqué que se la procurer? Je commence dans des petites boutiques de mon quartier. Bonsoir. Je vais vous prendre une quiche au lardon, s'il vous plaît. Oui. Alors, soit en fait, la quiche. Ah, désolé, madame. Les billets, c'est ça, je l'ai pris. Pourquoi? Mais j'ai pas de machine déjà pour vérifier si c'est un bon fond. Alors 8,60 madame. Je peux vous payer, vous prenez les billets de 500? Ah non? Non. Pourquoi? C'est un billet de Parce que j'ai 500. pas la monnaie. Oui, mais j'ai pas la monnaie. Pas de monnaie ou crainte de faux billets? Aurais-je plus de chance si le montant de mes courses est plus élevé? Je me rends dans un supermarché. Si vous me donnez un billet de 500 €, Ouais. la monnaie, vous me videz ma caisse. Oui. C'est ce que je veux dire? Oui, J'ai mais... rien dans ma caisse. Ouais, mais si je vous achète 10 bouteilles de champagne Ouais. à 350, alors vous prenez le billet de 500? Non, toujours pas. Donc c'est pas une question de caisse. C'est sûr. Mais ça, j'accepterai pas non plus. Vous non plus. C'est pas moi qui veux pas. Hein. Ah non, non, mais j'ai compris que c'était... Oui, j'ai compris que c'était la politique. Ouais, j'ai compris. Même pour une addition de plus de 400 €, mon billet de 500 n'est toujours pas accepté. J'ai entendu dire que les boutiques de luxe le prenaient volontiers. Sur les Champs-Élysées défilent chaque jour des milliers de clients fortunés. Je décide de faire le test dans un de ces magasins. Je choisis une cravate en cachemire. 155 €. Vous m'avez dit que vous acceptez les billets de 500. Je peux payer en billet de 500. Nous, on a beaucoup de clients qui déposent des billets de 500 et merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Ah, voilà. Certains l'acceptent, d'autres refusent mon billet de 500. Ces commerçants en ont-ils le droit? Je me rends à la Banque de France. C'est elle qui met en circulation les billets. Le lieu est hautement sécurisé. Difficile d'obtenir un rendez-vous, les caméras sont rarement les bienvenues. Gilles Vaissé a accepté de me recevoir. Il est en charge de la circulation des billets. Il m'explique que tous sont valables, mais c'est au client de faire la pointe. Le commerçant n'est pas un banquier. Donc il n'a pas à vous donner des tas de billets, des appoints avec des billets de 50, de 20 et de 10. Ce n'est pas son rôle. Donc si vous achetez une baguette, encore une fois, vous ne pouvez pas l'acheter avec un billet de 100. Enfin, vous ne pouvez pas. Résultat, pour une grosse coupure comme le billet de 500, Le commerçant est en droit de vous le refuser. C'est vrai qu'en France, ce billet, il sert... Il sert très peu. Hein? D'accord. Non, par rapport aux autres. Parce que... pourtant, il en existe en très grande quantité. L'Europe a édité 303 milliards d'euros en billets de 500 depuis sa mise en circulation. Mais même Gilles Vaissé en voit très rarement. Voilà. Entrez. Pour quelle raison? Bonjour monsieur. Entrez. Voilà, c'est bien. Fermez la porte. Après. Il m'emmène dans les sous-sols de la Banque de France. C'est bon, merci beaucoup. Allez-y. Avec lui, je traverse 5 sas de sécurité Merci beaucoup. pour arriver dans le centre de tri des billets. Toutes les coupures en circulation en France passent par cette impressionnante machine. Alors là, vous avez une machine dite de nouvelle génération. C'est une machine extrêmement puissante qui va compter 33 billets par seconde. Les consignes sont strictes. Pendant le tournage, la trieuse ne fonctionne pas. Voici des images réalisées par la Banque de France. Une fois passés par les banques, les consommateurs, les commerçants, les billets reviennent ici. La machine les trie et détruit ceux en mauvais état. Voilà. Si vous voulez un petit coussin dans votre salon. Dans ce paquet, 500 000 €. Des confettis de billets de 5, 10 ou 50 €, mais presque jamais des billets de 500 €. La trieuse en voit très peu. Les billets de 200 et de 500
reviennent très rarement, parce qu'encore une fois, ils sont souvent plutôt ce qu'on appelle des encaisses de précaution, c'est-à-dire que c'est des sommes qu'on met de côté, mais on n'utilise pas tous les jours pour faire ses cours chez le commerçant. Le billet de 500 € ne sert-il vraiment qu'à remplir les bas de laine? Il y a un homme qui est très souvent confronté à cette coupure. Il va me révéler à quoi elle sert. Roger Leloir est juge d'instruction au pôle financier de Paris. Une de ses spécialités, le blanchiment d'argent. Dans ses dossiers, le billet de 500 est très présent. Il sert surtout à blanchir les avoirs criminels et à permettre à la criminalité organisée de faire ses petits et gros trafics. On le retrouve en matière de criminalité financière avec toutes les infractions, la corruption, l'évasion fiscale, le trafic de drogue, l'usage par les mafias. Dans toutes ces activités, le billet de 500 € emprunte un circuit opaque et franchit discrètement les frontières. À l'aéroport de Roissy, près de Paris, Alexandre traque l'argent liquide et les grosses coupures. Il fait partie de la direction des opérations douanières. Il travaille en civil. Pour cette raison, il souhaite rester anonyme. Ce matin, une nouvelle enquête commence. Un voyageur en partance pour Bogota vient d'être appréhendé. Les hommes du chef divisionnaire Beltran l'ont arrêté. Donc, ce matin, on a eu notre attention attirée par ce voyageur, parce qu'il avait une belle gouttière avec son bras en écharpe. Donc, on a décidé de le contrôler. On a commencé par contrôler son bagage à main, un petit sac de sport qui ressemblait à pas grand-chose, et le sac de sport avait un fond très très épais. Dans le sac de sport, 102 000 € en petites coupures. Mais les douaniers vont découvrir une somme bien plus importante ailleurs. On a fait une palpation de sécurité et on a senti la gaine, et dans la gaine, donc il y avait 312 400 €. Dans cette gaine, collée à la peau, l'homme transportait plus de 300 000 €, 3 fois plus que dans son sac, grâce au billet de 500 €. Lorsqu'on prend le total des billets de 100, on arrive à 112 900 €. Donc on voit que ça fait une quantité assez importante d'argent en volume. Et après, lorsqu'on prend le total des billets de 500, qui sont là, on arrive directement pour un volume bien plus réduit à 180 500 €, soit quasiment le double. Pour les trafiquants, le billet de 500 € offre un précieux avantage. Avec lui, les grosses sommes prennent peu de place. Pour atteindre la somme de 500 000 € en billets de 10, il faut 50 000 billets. Ils tiendraient dans une valise. En billets de 50, il en faudrait 10 000 dans un sac de sport. En billets de 100, 5 000 billets peuvent être transportés dans un cartable. Et en billets de 500 €, 1000 billets suffisent. Ils rentreraient dans un paquet de gâteaux. Les douaniers auditionnent pour la première fois l'homme appréhendé, un Colombien. En France, la loi oblige une personne transportant une somme de plus de 10 000 € à la déclarer et à justifier de sa provenance. Dites-lui qu'on a fait le compte et qu'on a trouvé 416 000 € dissimulés sur lui. L'homme arrêté n'a rien déclaré. Les douaniers en sont persuadés, le prévenu a servi de mule pour transporter l'argent liquide. Mais il raconte aux douaniers une autre histoire qu'ils entendent régulièrement. C'est quoi votre activité? C'est quoi vos revenus mensuels à peu près? Je suis pilote et j'ai une entreprise de charbon. Je gagne 27 500 € par mois, surtout grâce à mon entreprise de charbon. La pratique habituelle dans ces cas-là, c'est que les personnes arrivent avec une histoire déjà construite pour pouvoir nous la donner à ce moment-là, mais ça résiste assez rarement à l'analyse des détails au cours de l'enquête qui suit. Voilà. Selon les douaniers, cet argent proviendrait d'un trafic de drogue entre l'Europe et la Colombie. S'ils parviennent à le prouver, ces billets deviendront propriété de l'État. Ah oui, c'est pas évident de faire rentrer autant de billets dans une boîte. Non, c'est pas évident, hein. C'est un dur métier, trafiquant.
Le billet de 500 € est très recherché par les trafiquants, au point que certains en font un commerce. À Paris, au cours de mon enquête, j'ai découvert un quartier dans lequel mon billet est très souvent accepté, même pour de petits achats. Dans le 13e arrondissement, le quartier asiatique. Je fais le test en caméra cachée. Pour 1 €, vous prenez des billets de 500? Oui. Oui, en monnaie. Oui. Parce que des fois, les commerçants, ils n'ont pas assez de monnaie pour prendre. Ici, vous avez... Je cherche peut-être une coque pour mon iPhone 6. Et vous prenez le billet de 500 €? Oui, vous prenez les billets pour l'instant? Sur 15 commerçants testés, 12 acceptent mon billet de 500 €. Ici, peu de problèmes de monnaie et aucune crainte de contrefaçon. Comment expliquer cet engouement? Un commerçant du quartier m'a donné rendez-vous. Il va me révéler que cette coupure est l'objet d'un marché noir. Il y a ce qu'on appelle les acheteurs, les petits acheteurs. Ils sont 3-4 dans la communauté qui tournent dans Paris et nous demandent si nous avons des gros billets moyennant un petit billet supplémentaire. C'est-à-dire si on a un billet de 500, bon, la personne est prête à payer jusqu'à 520 € pour récupérer ce billet en échange de petites coupures. Un billet de 500 qui vaut 520 €. Il faciliterait l'évasion fiscale. Les petites coupures, c'est vraiment encombrant, vous voyez. Là, par exemple, vous voyez une enveloppe comme ça, l'épaisseur. Ça, c'est les billets de 500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9 billets. Et ça, vous voyez les petites coupures. Voilà. Ça représente 5 billets. Pour traverser les frontières, c'est plus facile à ranger, à camoufler, à cacher. On camoufle dans les chaussettes, dans les chaussures, dans le fond des chaussures, quoi. Là, on peut faire passer 30-40 000 € facile, comme ça. Voilà. Au fil de mon enquête, le billet de 500 € devient de plus en plus sulfureux. Il me conduit vers des organisations mafieuses chargées de le blanchir. Après 2 mois de négociations, de contact en contact, je parviens à joindre un homme qui fait partie de l'un des plus puissants groupes mafieux italiens, la Cosa Nostra. L'homme me donne rendez-vous à Lyon. Je l'attends plusieurs heures à la gare. J'échange avec lui de nombreux SMS. Il veut s'assurer que je ne suis pas suivie. Finalement, un intermédiaire arrive. Il doit me mener jusqu'à lui. À bord de cette voiture, interdiction de filmer. L'homme que j'ai contacté m'attend avec 2 de ses lieutenants dans la banlieue de Lyon. Ils ont choisi d'apparaître masqués. Ils portent tous une arme à la ceinture. Tous les jours, ces hommes auraient entre les mains des milliers d'euros en billets de 500. De l'argent sale venu du monde entier. Nous, on l'appelle pomodoro. C'est un concentrato de pomodoro. C'est un billet de 500 € et c'est vraiment un concentré pour nous, très facile à s'en servir. Ça arrive un peu de partout, mais vraiment les grosses transactions qu'on fait, ça vient de Chine, Russie, ça c'est les plus gros clients. Vas-y, filme-toi. Vas-y, bon. Ils veulent me montrer comment l'argent arrive jusqu'à eux. C'est pas compliqué. Et là, c'est Chalarage. En fait, tu peux même ouvrir par derrière, rentrer les billets, tu défais ici, tu enlèves le carton, tu rentres ça dedans, tu peux même refaire les cartouches. La cigarette qui charge.
Plus de 200 000 € dans une cartouche de 10 paquets. Je veux vérifier l'authenticité de ces coupures. J'ai apporté un détecteur de faux billets. Euro, c'est vrai. Euro. On fait comme vous faites ça. Ça c'est propre. Ok. Pour blanchir cet argent, ils ont mis au point une technique avec des agents immobiliers et des vendeurs. Ils appellent cela le smurfing. C'est simple, hein. T'as un client, par exemple un russe, qui arrive, il a 1 million d'euros à blanchir. Nous, pour lui trouver des biens de 2 millions d'euros, il achète 1 million, il donne 1 million cash, et on a appelé le revend, 2 millions, et voilà, son argent est blanchi. Leur combine, mettre en relation acheteurs, vendeurs et agents immobiliers corrompus. Prenons l'exemple d'une personne qui veut blanchir 2 millions d'euros. Elle fait l'acquisition d'une maison sous-évaluée. Sur le marché, le bien vaut 3 millions. Elle l'achète sur le papier à 1 million à peine. Le reste, 2 millions, est versé en cash au vendeur. Quelques années plus tard, l'acquéreur vend sa maison à 3 millions d'euros. Il a réussi à blanchir 2 millions. Quant aux trafiquants, ils se rémunèrent en fonction du montant de la transaction. Quel est le pourcentage que vous prenez sur une affaire comme celle-là? Ça dépend des coupures. Ça peut y aller 15%. Sur des grosses coupures, de grosses quantités, on peut doubler facilement, voire plus. Pour blanchir une somme importante de grosses coupures, la commission peut atteindre jusqu'à 30%. Pour brouiller les pistes et rendre indétectables ces billets de 500 €, ces trafiquants rémunèrent une multitude d'intermédiaires. Un très grand nombre se trouve en Italie. Selon le dernier rapport de la Banque d'Italie, le pays serait devenu la plaque tournante du cash en Europe. De l'argent sale, blanchi à grande échelle. À Rome, je suis reçu à la Brigade des Finances par le colonel David Cardia, spécialiste de la lutte anti-mafia. Il est toujours accompagné de son chauffeur, armé. Il veut me montrer sa dernière saisie. Même si de l'extérieur ce sont des appartements qui semblent délabrés, en réalité ils sont toujours d'un luxe sans bornes. De l'extérieur on ne peut pas s'en rendre compte. Ce luxe, c'est pour eux un moyen de démontrer leur puissance et leur force criminelle. Il m'emmène en plein cœur de la ville, au pied de la fontaine de Trevi. Un parrain de la mafia italienne aurait choisi de blanchir son argent dans ce quartier historique. C'est la partie la plus belle et la plus prestigieuse du centre historique. Les appartements dans ce quartier sont hors de prix. Le criminel présumé avait acheté en cash, dans cet immeuble, un appartement de 250 mètres carrés. C'est au 2e étage, là où les volets sont fermés. Vous voyez le 2e étage ? Je n'ai pas eu le droit de filmer l'intérieur de l'appartement. L'enquête est en cours. J'ai récupéré ces images tournées par la Brigade des Finances. Un duplex luxueux, plusieurs chambres avec à l'intérieur une grande collection d'œuvres d'art et de sculptures. Sur la terrasse, un jacuzzi. Le tout avec vue imprenable sur la fontaine de Trevi. Cet appartement vaut aujourd'hui plus de 5 millions d'euros. Le colonel est convaincu que l'homme ne l'a pas acheté à ce prix-là. Mais combien exactement? Impossible à dire, le logement a été payé en liquide avec de grosses coupures. Ce billet de 500 € est souvent utilisé pour des trafics illégaux. Il est évident que l'enlever de la circulation rendrait plus difficile le transport de grosses sommes. Avec des petites coupures, le volume serait beaucoup plus important. Mais pour les enquêteurs, le billet de 500 € sert aussi d'indice.
Grâce à lui, ils peuvent identifier les filières des trafics. À l'aéroport de Fiumicino, la brigade des finances a créé une équipe unique en Europe. Voici son principal agent, un chien détecteur de billets. Vous voyez quand je le sors? Il est très excité. Il est content. Depuis 4 ans, Zikos, un berger allemand, contrôle tous les passagers, au départ et à l'arrivée. On fait un petit contrôle. C'est bien. Là, c'est bien. Très bien. Vous allez où? Barcelone. Barcelone, ok. Le chien a été dressé pour détecter l'odeur des billets. Plus il y en a, plus ils sont faciles à repérer. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Et pourtant, l'encre, les filigranes, le papier, cet ensemble de molécules qui forment le billet a une odeur particulière. Et cette odeur, le chien a été dressé pour la sentir et la reconnaître. Dans le hall d'arrivée, Zikos s'agite autour d'une valise. Ici. Ici. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Qu'est-ce que c'est? Bravo, bravo. C'est bien. Bravo. Il s'agissait d'un test. Ce voyageur est en fait un agent de la brigade financière en civil. Dans la valise, les officiers ont dissimulé pour 50 000 € en billets broyés. Pour le moment, Zikos est le seul chien opérationnel à l'aéroport. Chaque année, il déniche en moyenne 400 000 €. Le billet de 500 € ne sert pas que les intérêts de la mafia. On le retrouve aussi dans le monde discret des affaires, au service d'une délinquance en col blanc. À Paris, en décembre dernier, se tient au palais de justice un procès en appel, une affaire qui a fait la une, il y a 8 ans. Les caisses noires d'un très puissant syndicat patronal. L'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Plus de 17 millions d'euros détournés. Sur les bancs des accusés, l'ancienne comptable de l'UIMM, Dominique Renaud. L'ancien délégué général, Dominique de Calan. Le seul que je ne croiserai pas, entré dans la salle du tribunal par une porte dérobée, Denis Gauthier-Sauvagnac, l'ancien président de l'UIMM. Tous sont poursuivis pour abus de confiance et travail dissimulé. Le juge leur reproche d'avoir détourné de l'argent liquide, essentiellement en grosses coupures. Maître Leborgne, l'avocat de Denis Gauthier-Sauvagnac, dénonce une calomnie contre son client. Il y a bien eu des billets de 500 € qui ont été retirés. Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? Vos billets de 500 €? Non, vous voyez, c'est l'exemple même du fantasme. On n'a jamais su de quel billet il s'agissait. Mais on fantasme, on romance, billets de 500 €. Pourtant, des billets de 500 €, il y en aurait bien eu et en grand nombre. Une seule personne, entendue dans cette enquête, a accepté d'échanger avec moi au téléphone. Elle me confirme l'utilisation de billets de 500 dans ses retraits d'argent. C'était plutôt des grosses coupures ou des petites coupures? Des grosses coupures. Vous connaissez moi j'en comprends. Vous n'allez pas sortir d'un rendez-vous avec une valise. Enfin, c'était extrêmement discret. Hein. Donc vous, les billets que vous avez vus passer, c'était bien des billets de 500 €? Évidemment, évidemment. D'accord. N'importe où, hein, n'importe où. On traite des affaires en business, en espèces. On utilise partout les billets de 500 €. Tout commence le 23 septembre 2007. Tracfin, l'agence qui lutte contre le blanchiment, sonne l'alerte. Elle détecte d'importants et réguliers retraits d'espèces au guichet de plusieurs banques. Le juge Leloir est saisi de l'enquête. Il va mettre au jour un mode opératoire très simple. Selon les déclarations faites au cours des auditions, voici comment les sommes en liquide étaient retirées.
Le président, Denis Gauthier-Sauvagnat, demandait régulièrement à la comptable de retirer à la banque d'importantes sommes en grosses coupures. Munie d'un sac ordinaire, toujours le même, elle se rendait à la banque avec chauffeur privé. À l'abri des regards, le banquier lui remettait l'argent. De retour à l'UMM, elle répartissait le cash dans des enveloppes indiquant dessus « caisse noire ». À qui était destiné ce pactole? La version des prévenus, l'argent servait à financer les syndicats, sans jamais nommer personne. Le juge d'instruction reconnaît que ces paiements en liquide, et notamment en billets de 500 €, ont été un frein à son enquête. Le résultat n'a pas été au niveau de nos espérances, bien évidemment, à cause de ces deux facteurs, l'omerta et le fait que les espèces, une fois qu'elles sont distribuées, on ne sait plus où elles vont. Le 1er décembre, les prévenus ont été reconnus coupables en appel d'abus de confiance, de travail dissimulé et de destruction de documents pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Denis Gauthier-Sauvagnat a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 100 000 € d'amende. Son ex-bras droit, Dominique de Calan, a 50 000 € d'amende. L'ancienne comptable, Dominique Renaud, a 5 000 €. Le procès est terminé, mais les questions demeurent sur l'utilisation de ces sommes en liquide. Évasion fiscale, blanchiment d'argent, détournement de fonds. Dans ces affaires, le billet de 500 € joue le premier rôle. Et cela risque de durer encore longtemps. La Banque centrale et l'Union européenne, seules autorités à en décider, n'ont pas prévu de le faire disparaître. Une nouvelle rubrique maintenant dans notre émission. Dans le tourbillon de l'actualité, nous avons décidé de prendre du recul, de prendre le temps de décrypter, de décoder le sens caché des événements. Un personnage, une image, une vidéo, un mot. Pour la première, nous nous sommes penchés sur les discours de Marine Le Pen. Et nous nous sommes posé 2 questions. Marine Le Pen dit-elle la vérité, comme ses partisans l'affirment, et dit-elle autre chose que Jean-Marie Le Pen? Pour cela, nous avons confronté les chiffres, analysé, décortiqué son vocabulaire. Marine Le Pen, la bataille des mots, c'est le décryptage d'Élise Le Guével et Guylain de Laval. Ce jour-là, j'ai rendez-vous à Calais pour assister à un meeting de campagne de Marine Le Pen. J'ai en tête les reproches qu'elle fait très souvent aux journalistes. Non, vous résumez de manière caricaturale. Vous écoutez en fait plus que vous ne m'écoutez, c'est ça. C'est le problème du journalisme actuel. Nous allons justement la prendre au mot, l'écouter attentivement. Dans ce cabaret, transformé en tribune politique, 500 personnes accueillent la candidate du Front National. Vous êtes très nombreux ce soir. Mes chers compatriotes, je dis bien mes chers compatriotes, car nos élites du MPS ont la fâcheuse tendance à vous exclure de la communauté nationale. Vous, citoyens de Calais, vous êtes régulièrement oubliés, méprisés et humiliés. Très vite, Marine Le Pen parle d'immigration. Le message est clair, la France ne peut plus accueillir de migrants. Nous avons atteint le seuil de saturation depuis bien longtemps. Un thème qu'elle décline longuement pendant ses 50 minutes de discours. Elle conclut avec un mauvais présage qui, selon elle, menace la région et la France. Mais si nous échouons en décembre, ils redoubleront d'efforts pour faire venir toujours plus d'immigrés clandestins. Ils vous demanderont toujours plus de vous pousser pour les loger. Mes chers amis, le redressement national commence ici, à Calais. Les 6 et 13 décembre prochains, faites le choix d'une présidente courageuse et d'une région. Dans la salle, le même mot revient dans la bouche des militants.
la vérité. Que des vérités. Elle n'est pas aussi extrême que son père, mais elle est juste. Il est effrayé, il est effrayé. Marine est très... Oui, elle a une façon de parler qui fait qu'on a envie de voter pour elle. Nous nous sommes plongés dans des dizaines d'heures de discours et d'interviews de Marine Le Pen. Nous les avons montrés à des spécialistes. Nous avons vérifié les chiffres, les faits, étudié le langage. Marine Le Pen dit-elle la vérité? Que dit-elle et comment le dit-elle? Quels sont ses mots? En quoi est-ce que ses propos diffèrent de ceux de son père? Vous recevez ce matin la présidente du Front National. Marine Le Pen, la présidente du Front National, est notre invitée ce matin. Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Depuis le début du mois de septembre, avec la crise des migrants, c'est dans l'air du temps. Marine Le Pen enchaîne les interventions médiatiques. Ce que je vois surtout, c'est que nous sommes confrontés à une situation catastrophique, dramatique, et ça n'est que le début, car le réservoir est inépuisable. Ils vont arriver ici. Mais ils arrivent déjà, monsieur Brézé. Mais où? Sortez du 16e, bon Mais sang. dites-nous. Ils arrivent déjà. Marine Le Pen dit-elle la vérité, pour reprendre l'expression des militants? Au-delà des images d'actualité frappantes, que disent les faits et les chiffres? Je suis allée pousser la porte de l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. Marine Le Pen dit-elle vrai ou faux? À partir du moment où on ne prend pas les mesures nécessaires, l'immigration ne va faire que s'aggraver. Aujourd'hui, on se retrouve, honnêtement, avec une véritable submersion migratoire. Enfin, on n'est pas envahi du tout au regard des chiffres. Aujourd'hui, nous sommes confrontés en Europe à un afflux léger en comparaison avec les pays qui sont voisins de la Syrie ou voisins de l'Irak, qui, eux, accueillent énormément de réfugiés. Plus de 4 millions de Syriens ont fui leur pays depuis 4 ans. Où sont-ils allés? 2,2 millions en Turquie, 1,2 million au Liban et 400 000 en Europe, soit moins de 10%. Aujourd'hui, les réfugiés représentent un tiers de la population du Liban. C'est comme si en 4 ans, la France avait accueilli 22 millions de réfugiés. Elle va accueillir 24 000 Syriens, soit moins de 0,04% de sa population. La plupart de tous les réfugiés syriens que j'ai rencontrés au Liban, en Jordanie, qui y sont maintenant depuis plus de 4 ans, ce qu'ils veulent avant tout, c'est rentrer chez eux. Et ce n'est pas le rêve d'aller en Europe. Au-delà des réfugiés, Marine Le Pen parle beaucoup d'immigration. Ça tombe bien, j'ai rendez-vous au musée de l'immigration à Paris. 2 chercheurs vont nous aider à y voir plus clair. Gringoire, donc, qui est un organe d'extrême droite, dès 1937, s'en prend aux réfugiés espagnols républicains. Les premiers réfugiés sont déjà représentés comme une foule infinie, puisqu'elle est encore là à l'horizon. Elle est menaçante, ils ont le poing levé, ils ont des mines patibulaires extrêmement inquiétantes. François Héran est démographe. Il travaille sur ces questions depuis 30 ans. Je veux vous redire une fois pour toutes qu'il est impossible d'assimiler une immigration aussi massive que celle que nous vivons depuis maintenant des décennies. 10 millions d'étrangers entrés dans notre pays en 30 ans. D'abord, ça n'est pas 10 millions, c'est à peu près 7 millions. 10 millions! Mais quel pays est capable d'assimiler cela? Si vous prenez tous nos voisins, l'Allemagne a absorbé 14 millions d'étrangers dans 30 ans, la Grande-Bretagne aux environs de 13, 14, l'Italie aux environs de 10, enfin tous les grands pays européens dont la population est comparable font un peu plus que nous. Notre pays connaît depuis le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était il y a 8 ans, chaque année, 200 000 entrées légales par an sur son territoire. C'est vrai, c'est plus de 200 000 entrées permanentes par an en France. Jean-Christophe Dumont est économiste à l'OCDE. C'est un chiffre qui ne bouge pas, qui reste à ce niveau dramatiquement haut. Le chiffre est correct, mais elle donne l'impression que ce sont
plus de 200 000 personnes qui s'installent définitivement chaque année en France. Ce n'est pas la réalité. Au bout d'un certain temps, environ un immigré sur 2 repart. L'immigration d'aujourd'hui est une immigration économique, dans un pays économiquement exsangue, qui grève nos comptes sociaux, pèse à la baisse sur nos salaires, déstabilise le marché de l'emploi. La réalité, au niveau macroéconomique, c'est que l'immigration n'a pas d'effet significatif sur les salaires et le chômage. On sous-entend que l'économie est un gâteau et qu'on a plus de convives, donc on va faire des plus petites parts pour partager entre tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne l'économie. Parce que quand des gens contribuent au marché du travail, ils contribuent à faire augmenter la taille du gâteau. Si Marine Le Pen ne dit donc pas toujours la vérité, pourquoi son discours parle-t-il autant aux électeurs? Criez votre colère, hurlez votre espérance. Et surtout, pourquoi ces mots à elle convainquent plus que ceux de son père? Bougez-vous! La réponse, nous allons la trouver sur la côte ouest des États-Unis. 12 heures de vol, largement de quoi se replonger dans tous les discours de Marine Le Pen. C'est en Californie, à la prestigieuse université de Stanford, que m'attend une chercheuse française. Cécile Alduy est professeure de littérature. Nous sommes a priori très loin de la politique. Et pourtant, il y a 2 ans, elle a décidé de s'intéresser à la rhétorique de Marine Le Pen, de la façon la plus scientifique possible. Là, ce sont tous les discours de Jean-Marie Le Pen dans la base de données, et on a un autre fichier pour Marine Le Pen. On a donc compilé 500 textes de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, de 1987 à 2013. Et on essaie de voir c'est quoi les zones où ils se superposent, où ils disent la même chose avec les mêmes mots. Près d'1 million de mots passés au crible du logiciel. Et la surprise, il y a peu de superposition. En bleu, les expressions de Marine Le Pen. En rouge, celles de son père. Et donc là, la première chose, c'était grosse surprise quand même. Parce qu'il y a très peu de mots qui sont communs. Mais ça, c'est pas de l'ordre de l'intuition. Ah ben non, c'est vraiment pas du tout mon intuition d'ailleurs au départ. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de recoupements dans les expressions utilisées. Mais elle a son style, au sens vraiment littéraire du terme, son idiolecte, à elle. Et donc elle choisit ses propres expressions. Et donc le choix des mots, ça semble, un petit peu anodin à la surface, mais en politique, c'est ça qui va faire le succès ou l'insuccès. Ce soir, Cécile Alduy donne une conférence à Stanford, devant d'autres universitaires, pour rendre compte des résultats de son travail. Le principal élément qui émerge, c'est que Marine Le Pen fait de la réédition très habile des discours de son père. Elle sait ce qu'il faut couper, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut ajouter. Et d'abord, elle utilise le bouton « Supprime ». Marine Le Pen a effacé certains mots. Jamais elle ne parle de race, ni de français de souche. Aucun jeu de mots antisémite finit les chambres à gaz, point de détail de l'histoire. Les algorithmes que Cécile a utilisés lui ont révélé autre chose. Marine Le Pen n'a pas le même discours en fonction de son auditoire. Par exemple, sur l'immigration. Là, ce sont les mots les plus fréquents associés à l'immigration à la télévision. Ce qui vient d'abord, c'est la dimension économique. Dépenses, financement, économie, chômage. Quand elle est devant les militants, ce n'est plus du tout la même musique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le logiciel. Elle parle de ravages de l'immigration, solitude, isolement et la menace sur notre prospérité, notre sécurité, notre unité et notre identité. Démonstration, extrait à l'appui. Et celle-ci s'est plutôt bien déroulée. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse, je ne suis pas raciste. Je dis que l'immigration est un problème économique et qu'il faut le traiter comme un problème économique. Ça, c'est une phrase qui illustre vraiment la façade médiatique du discours sur l'immigration du Front National aujourd'hui. Ça réduit l'immigration à quelque chose de rationnel. Elle dit qu'il faut une immigration raisonnable et une logique purement arithmétique. C'est mathématique, il y a 5 millions de chômeurs, il y a 8 millions de pauvres.
En gros, c'est pas que ce sont des immigrés, c'est que ce sont des gens en plus. Sorti des plateaux de télévision, le message n'est plus le même. Ces chiffres montrent que non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. On entend dans certains quartiers que lorsqu'une personne âgée meurt, c'est une famille immigrée qui la remplace dans son appartement HLM. Le remplacement, c'est une obsession du Front National. C'est une obsession de longue date, qui a déjà été exprimée de multiples fois par Jean-Marie Le Pen, y compris dans ses programmes électoraux. Quand on l'interroge, je dis « Oh non, je crois pas du tout aux théories de complot, je suis très rationnelle, etc. » Mais Marine Le Pen, quand elle est face aux militants, elle en parle. C'est quoi le grand remplacement? Alors, le grand remplacement, c'est une thèse qui a été élaborée par Renaud Camus, qui dit qu'il y a donc un complot mondial qui est organisé pour que des populations immigrées viennent et remplacent les Français de souche. Est-ce que ça renvoie à l'idée d'un grand remplacement? Non mais en l'occurrence, je n'ai pas utilisé ce terme, et j'ai fait, encore une fois, une référence parce que je crois que... Est-ce que ça renvoie à l'idée soutenue par certains sociétés? Vous êtes un combattant sémantique. Ah, vous adorez ça, les débats de mots, etc. Effectivement, elle prend bien soin de ne pas utiliser le mot remplacement lorsqu'elle est à la télévision ou la radio. Donc elle va lisser son vocabulaire pour présenter une image présidentiable, de gouvernante qui gérerait très bien la Maison France. Un double discours qui n'est pas inhabituel. Voici un autre exemple, ce qu'est être français pour Marine Le Pen, ici sur France 2. Je tiens, et merci de me permettre de le faire, à rappeler une bonne fois pour toutes, la priorité nationale est un avantage donné en matière d'emploi ou de logement aux Français, pas aux Blancs, pas aux Français de souche, à ceux qui ont la nationalité française, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. En meeting, la définition change du tout au tout. Il faut une nature. Pour naturaliser français, il faut une nature française, une terre française, un air français. On ne naturalisera jamais dans une morne grisaille de béton et de bitume. On ne naturalisera d'ailleurs aucun jeune Français, même si ses parents sont Français depuis des générations, sans qu'ils ne se reconnaissent une terre, une souche, des racines. En implicite, les jeunes des cités ne peuvent pas devenir français parce qu'ils vivent dans le bitume, dans la cité, dans le béton. Et c'est toute l'ambiguïté de Marine Le Pen. C'est-à-dire, à un moment donné, elle va dire ce qui est important, c'est avoir les papiers d'identité français. Et de notre jour, elle va revenir dans la vision de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire une vision biologique de la nationalité française. Et c'est à longueur de temps comme ça. Et selon le moment, elle va avoir telle ou telle posture. Stéphane Vanish a travaillé avec Cécile Alduy, la chercheuse de Stanford. Il avait fait le même exercice, il y a 15 ans, avec les textes de Jean-Marie Le Pen. Et la grande surprise, c'est que ce n'est pas aussi différent qu'on le pensait. Au départ, on était parti sur un principe qu'il y avait une véritable coupure entre le père et la fille. Et en fin de compte, la coupure est certes sémantique, mais pas idéologique. Non, nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes passionnément francophiles. C'est la novlangue de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'au lieu d'être négative, elle va essayer de positiver en créant de nouveaux mots pour éviter les aspects négatifs, pour pouvoir attirer un nouvel électorat. Passionnément francophiles. Nous ne voulons plus. Parce que vous êtes chez vous. Pourquoi vous souriez là? Parce qu'elle s'exclut. Ses militants et ses sympathisants sont restés les mêmes. Et on est chez nous, qui est maintenant le slogan de l'extrême droite en France, prouve que rien n'a changé en fait. Du coup, elle reprend le slogan de la foule en disant « vous êtes chez vous » et pas « nous sommes chez nous », parce qu'elle ne veut pas être, comment dirais-je, responsable du dire de cette foule. Et je trouve que c'est assez doué, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va s'auto-exclure du slogan traditionnel de l'extrême droite pour rester acceptable. Quand est-ce que Marine Le Pen dit vrai? Quand elle parle à la télévision ou qu'elle s'exprime devant ses militants?
Comment s'y retrouver dans ce double langage et ces euphémismes? D'autant plus qu'elle s'est emparée de concepts marqués à gauche. Le meilleur exemple, la laïcité. La laïcité partout et tout le temps. La laïcité, voilà que je suis la seule à la défendre. J'interdirai les signes religieux ostentatoires pour les usagers des services publics. Je n'ai pas à connaître la religion de la voyageuse qui est à côté de moi dans le train. Comment on va réaliser cette mesure? Ça veut dire qu'il faut mettre de la police dans le métro, vouloir faire la chasse à une femme parce qu'elle a un foulard. Et puis, encore une fois, ça veut dire aussi les hommes qui portent une kippa. Il n'y a aucune raison dans ce cas-là. Et puis les gens qui ont des croix, les gens vont pas accepter, ils vont protester. Tout ça. Quand ils vont voir, même ceux qui croient qu'ils sont d'accord, quand ils vont voir ce que ça signifie, ils vont protester. Pardon. Jean Bobéro est historien, le spécialiste de la laïcité en France. Interdire les signes religieux ostentatoires lui semble non seulement irréaliste, mais totalement contraire au principe même de la loi de 1905 qui définit la laïcité. Voilà. Merci. Elle change l'esprit de la loi. En 1905, il y a eu un débat sur le port de la soutane. Et Aristide Briand, le père de la loi de 1905, a dit que la séparation des églises et de l'État, c'était un régime de liberté, et qu'il n'était pas question d'interdire aux gens de se vêtir comme ils le voulaient. Elle a réussi vraiment son OPA, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la laïcité française qu'un parti d'extrême droite peut s'emparer de ce thème de la laïcité et le mettre à sa sauce, je dirais. Ce qui inquiète Jean Bobéro, c'est la façon dont Marine Le Pen utilise la laïcité pour cibler la communauté musulmane. Je me bats pour préserver la laïcité parce que j'y tiens. Or aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais enfin, il n'y a pas de juifs qui combattent la laïcité, il n'y a pas de catholiques qui combattent la laïcité, où ils sont si peu qu'on les a à peine vus. En revanche, il existe des groupements politico-religieux qui Quand Marine Le Pen s'est emparée du thème de la laïcité, eh bien, si vous écoutez attentivement ses discours, quand elle dit je n'ai pas à connaître la religion de ma voisine dans le train, tout le public comprend qu'en fait, seules les femmes qui portent un foulard sont visées, puisqu'elle parle de la voisine. Laurin de Saint-Affrique n'est pas historien, ni chercheur. C'est l'ancien conseiller en communication de Jean-Marie Le Pen, exclu du parti en 1994. Comment faire pour que lorsqu'il est question d'islam et d'islamisme, on ne soit pas automatiquement accusé de pratique ou de volonté discriminatoire? C'est très simple, il suffisait de capter le thème de la laïcité. Eh bien là, elle atteint tout de même des couches de la population qui jusqu'à présent pensaient racisme, et qui maintenant voit liberté républicaine grâce à ce mot dont elle s'est emparée avec beaucoup d'efficacité. Laurin de Saint-Affrique croit pourtant déceler quelques grains de sable dans ce nouveau langage. Par exemple, lorsqu'elle compare les prières de rue à l'occupation. Et puis il y a eu des prières sur la voie publique. Je suis désolé, mais pour ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler. Ou sur un tout autre sujet, lors du dernier discours du 1er mai 2015, en hommage à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une icône française car elle symbolise à elle seule l'esprit de résistance, la foi en son pays et le triomphe de la volonté. Près de 6 siècles... Le triomphe de la volonté, ça vous avait fait réagir à l'époque? Oui, c'est vrai, parce que je ne savais pas que la cinéphilie de Marine Le Pen pouvait aller jusqu'à s'intéresser au cinéma allemand des années 30. Le triomphe de la volonté, c'est avec Les Dieux du Stade, l'un des 2 grands films d'une réalisatrice cinéaste allemande qui s'appelait Leni Riefenstahl et qui était la grande cinéaste de la période du national-socialisme. Et donc voir Marine Le Pen dans le même discours évoquer Jeanne d'Arc, le triomphe de la volonté, pour une oreille un petit peu attentive, ça a de quoi surprendre. Est-ce que ça ne peut pas être un hasard? Est-ce qu'on vous l'entendait souvent, l'expression triomphe de la volonté, dans la vie courante? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, pour une responsable politique, députée européenne,
Imaginez si elle dit ça à des collègues allemands, eux, ils vont réagir. Bon, elle ne peut pas se permettre ce genre de choses. Il y voit dans les deux cas des allusions volontaires, sorte de gages envoyés par Marine Le Pen à sa frange la plus radicale. Il y a eu aussi beaucoup de soutiens qui ne sont pas des soutiens chrétiens-démocrates, si je puis dire, voyez-vous. Et on sait quelle part ils ont eu, y compris personnellement pour Marine Le Pen, dans son accession à la présidence du Front National. Et donc il faut quand même, de temps en temps, envoyer quelque chose de ce côté-là. Un peu tiré par les cheveux, peut-être. D'autant plus que dans ce contexte de brouille père-fille, Laurin de Saint-Affrique vient de se réconcilier avec Jean-Marie Le Pen. Ils retravaillent dorénavant ensemble. Pourtant, nous avons trouvé d'autres allusions. Comme dans cette interview donnée à Radio Classique au mois de septembre dernier. Aujourd'hui, on se retrouve honnêtement avec une véritable submersion migratoire. Enfin, je veux dire, j'appelle tous ceux qui nous écoutent à lire ou à relire Le Camp des Saints de Jean Raspail. Ce roman, publié en 1973, raconte l'arrivée imminente d'1 million de migrants sur les côtes françaises. Voici un résumé par son auteur. Ils débarquent. Si on les laisse débarquer, il y en a 5 millions qui arrivent derrière, n'est-ce pas? Et on sera envahi. Quelle est la solution? On tire dans le tas ou on laisse faire? C'est ça le Camp des Saints. Pour le narrateur, les patriotes sont ceux qui défendent la race blanche et veulent tirer sur les migrants. Page 251. C'est le devoir de tout citoyen conscient de sa culture, de sa race et de sa religion de prendre spontanément les armes. C'est le fusil de chasse à la main que j'attendrai l'armée en haillons de l'Antéchrist. Page 51. Ils couvriront de caca votre terrasse, s'essuieront les mains aux livres de votre bibliothèque. Au moins 87 passages seraient aujourd'hui susceptibles de poursuites pour incitation à la haine raciale. Marine Le Pen n'hésite pourtant pas à mettre ce livre en évidence. Il était déjà présent à l'arrière-plan de cette interview diffusée dans le journal de 20h en avril 2013. Ça va faire plaisir à une certaine partie de son électorat qui peut-être se reconnaît dans ce livre. Donc c'est vraiment une sorte de clin d'œil à la base à peu de frais, puisque elle-même ne peut pas être condamnée, c'est pas elle qui a écrit ce bouquin, elle se dédouane de tout racialisme, et en même temps, elle promeut dans l'espace public, elle fait la pub d'un livre qui est profondément raciste. Langage à tiroir, allusion. L'idéologie d'extrême droite est moins visible, mais toujours présente. Qu'en est-il des programmes? Quelle différence entre le père et la fille? À San Francisco, nous retrouvons Cécile Elduy chez elle. La chercheuse a épluché, comparé les programmes de Jean-Marie Le Pen en 2002 et Marine Le Pen en 2012. Ça, c'est celui de 2002. Ça commence « Libérons la France ». La mémoire, le sacré. Et c'est vraiment comme un livre d'explication de la vision du monde de Jean-Marie Le Pen. Et ça, cette fois-ci, c'est le programme politique du Front National pour 2012. Et alors ça, c'est une mise en scène totalement différente. C'est aussi gros, hein. C'est les mêmes mesures, hein, quand on regarde dans le détail. Mais c'est par ordre alphabétique. C'est une sorte de menu. Et on peut choisir selon nos centres d'intérêt. Donc, vous êtes agriculteur, vous allez regarder à A, agriculture. Mais vous n'allez pas voir justement que à politique familiale, il y a des mesures qui vont dans le sens de favoriser la natalité des Français nés de Français uniquement. Donc, cette idée d'un programme à la carte, ça dilue l'idéologie qui est derrière. Mais les fondamentaux sont les mêmes. Ceux qui financent le programme économique, même s'il a un petit peu changé, c'est la priorité nationale, qui est la mesure phare de Jean-Marie Le Pen. Parmi les mesures défendues par Marine Le Pen, quelques-unes ont attiré notre attention. Je ne veux plus de manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins. Elles seront interdites. Quand elle dit « je ne veux plus qu'il y ait des manifestations des droits des clandestins », donc on dit bon, les clandestins sont clandestins par définition, pourquoi pas. Mais ceux qui les soutiennent, et là ça devient un vrai problème, c'est-à-dire que des Français qui voudraient manifester ne pourraient pas parce que ça serait interdit par le Front National. Et là, on a une atteinte directe à la démocratie et au droit d'expression. En l'écoutant, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas eu le droit de manifester pour l'IVG, par exemple, dans les années 70-80. Nous rétablirons la liberté syndicale, la vraie. Partout, nous permettrons la création de syndicats véritablement libres
qu'alors rejoindront les salariés, les fonctionnaires, les employés, les ouvriers, les agriculteurs, qui par millions viennent à nous. Alors, ce qui est très dangereux, c'est qu'un État, un parti politique n'a pas à créer de syndicats. C'est une affaire privée, les syndicats. Ça commence à être beaucoup, c'est-à-dire tous les corps intermédiaires et les moyens d'expression doivent être contrôlés pour maîtriser totalement la société française. Jean-Marie Le Pen voulait transformer la société avec ses idées et ses propres mots. Le complot euro-mondialiste. La fraternité qui seule réconcilie. Marine Le Pen veut prendre le pouvoir avec les mots des autres. Oui, la France. Les idées, elles, n'ont pas vraiment changé. Des étudiants de plus en plus passionnés, des débouchés nombreux et variés, des nouvelles professions qui voient le jour. Les arts appliqués connaissent une renaissance. Mais qui achète ces réalisations d'excellence? Il faut se rendre à des milliers de kilomètres de Paris, dans les Émirats, où les artisans vont vendre le savoir-faire français. Ce sont des portraits réalisés par Jean-Pierre Métivé et Jean-Marie Lecartier. C'est une force économique méconnue. Un trésor national insoupçonné. On entend souvent dire que les métiers d'art se meurent, que des savoir-faire disparaissent, mais c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. L'artisanat d'art connaît une renaissance. Il y a vraiment un savoir-faire qui est reconnu à l'étranger comme étant unique en France, et qu'on ne peut trouver que sur notre territoire. Une nouvelle génération de créateurs s'installe, qui renoncent à l'argent ou à la sécurité, pour vivre une passion. C'est vrai que c'est un métier qui me faisait rêver. Je crois que je n'avais pas envie de faire comme tout le monde. J'ai tout fait pour l'apprendre le mieux possible, le plus vite possible. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ou qui envoient promener des carrières toutes tracées, pour tout reprendre à zéro, la trentaine venue. Je ne me voyais pas revenir dans un bureau et refaire quelque chose qui ne soit pas en lien avec la création. C'était vraiment un besoin viscéral de créer. À eux tous, ils sont devenus une force économique qui exporte. Leurs clients ne sont plus en France principalement, mais dans le monde entier. À New York, d'une certaine manière, ils nous connaissent mieux qu'à Paris, à 5 km d'ici. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Nous avons suivi certains de ces artisans vers les nouveaux marchés qu'ils prospectent, dans les pays du Golfe. Là où les immeubles sortent de terre par centaines, là où la concurrence se fait entre les artisans d'art du monde entier, mais où le style français a toujours ses adeptes. Là, c'est le bureau de Karl Lagerfeld. Nous y avons fait un sol en métal. Les Français ont leur chance sur ce marché? Je crois qu'ils sont numéro 1. Enfin, parmi les numéros 1. Voyage dans un pays inconnu, celui de la belle ouvrage, des métiers d'exception et de leur nouveau souffle. Signe des temps, des milliers de jeunes rêvent d'entrer ici. Journée porte ouverte dans l'une des plus importantes écoles d'art de France, l'école Olivier de Serres à Paris. La porcelaine est crue. Il faut faire hyper attention, être vraiment précautionneux. Les élèves expliquent les tours de main. On apprend ici aussi bien le métal que la céramique. Tous rêvent d'y entrer, mais la directrice nous explique qu'il n'y aura que très peu d'élus. Ici, c'est une école où on a entre 8 000 et 10 000 demandes d'étudiants pour intégrer les formations. Pour donner une idée, pour les mises à niveau, des jeunes qui sortent d'un bac général, qui veulent intégrer les arts appliqués, doivent passer par cette classe-là. Il y a plus de 4 000 demandes pour 120 places. Donc évidemment, ça donne des étudiants qui sont extrêmement motivés, des jeunes qu'on va avoir du mal à mettre à la porte le soir. Le problème pour eux, c'est de quitter l'école. C'est pas de les retenir. Ils restent jusqu'à pas d'heure. Ils voudraient rester ici, ils voudraient dormir ici, ils voudraient passer leur vie ici. Il y a beaucoup de bonheur et beaucoup d'intensité dans ces études. Ici, on est en lac. C'est tout un univers. L'école limite le nombre d'étudiants dans chaque discipline. En lac, seulement 6 élèves par an. Un numerus clausus qui assure du travail à la sortie. Complètement. Ça va, je vous dis, des paravents, du mobilier, du luxe, du surluxe, donc la bijouterie. Montblanc a toujours des gammes de stylos laqués, Dupont, des briquets laqués. Nous avons des étudiants qui sont partis travailler pour Hermès en tant que consultants. Donc c'est vraiment très très vaste et varié. C'est une école où les élèves s'essayent à toutes les disciplines avant de choisir leur voie. Donc là, on va rentrer dans l'atelier métal. Alors
c'est une section qui comprend une dizaine d'étudiants. 10 étudiants en métal, des filles surtout, pour un métier millénaire qui a toujours été l'apanage des hommes. Voici la nouvelle ère des dames du fer, particulièrement remontée. En fait, c'était ce rapport de force avec la matière qui m'intéressait. Et vraiment sentir la sueur sur mon front, sentir que je méritais ce que j'allais avoir à la fin. Et vraiment, une réalisation concrète de mes idées avec la matière, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. On a plus de testostérone que les garçons actuellement. Sûrement que c'est ça. Et un peu plus de bras aussi. Voilà. Elle ne sait pas encore quelle spécialité elle choisira. L'école forme pour le design, l'architecture d'intérieur, les paysages, la création de boutiques, les vidéoclips, les décors de théâtre. Aura-t-elle la vie facile? Nous avons posé la question à l'une des professeurs, elle-même artisan. La vie, elle est difficile de toute façon. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'ils ont une passion. Et une vie dure avec une passion, c'est quand même plus doux qu'une vie dure sans passion. La passion, ça prend de drôles de chemins de traverse parfois. Steven Richard est ferronnier d'art. Il n'a pas fait d'école. Il a appris sur le tas, à l'âge de 15 ans. Et c'est la passion des chevaux qui lui a fait choisir le métal. Mon premier métier, c'était maréchal ferrant. Ce qui m'a permis, moi, ensuite, de bifurquer vers la ferronnerie d'art. J'ai eu simplement à adapter mes techniques de forge de maréchal aux techniques de forge de ferronnerie. Il a été apprenti compagnon jusqu'en Allemagne et en Angleterre. Là, il a pu voir que les métiers d'art avaient disparu, ce qui n'est pas le cas en France, qui a su garder sa tradition. Un atout qu'on connaît mal. L'année dernière, j'ai eu un appel d'un Canadien qui voulait venir faire son apprentissage ici. On avait un Japonais qui essaye là, de venir travailler avec nous, ne serait-ce qu'à Paris. Vous voyez, moi j'ai des clients allemands qui viennent à Paris parce qu'il y a tout un tissu artisanal qui est unique au monde. Mais la tradition, ça ne nourrit plus une boutique d'artisans avec 3 compagnons. Question de survie pour eux, il faut être dans l'air du temps, créer, inventer. Là-bas, on a Richard qui est en train de forger les pièces pour réaliser un piétement de meubles. Steven a suivi des cours du soir en dessin pour tenter des réalisations plus osées, loin des styles habituels des ferronniers. J'avais envie d'avoir une approche plus artistique, créer des nouvelles formes à partir d'un métier qui était somme toute assez traditionnel. Si vous êtes seulement à répéter des très très belles pièces comme l'exemple présenté ici, là où on a un panneau art déco, si on s'arrête seulement à ça, d'autres savent le faire avec autant de maîtrise. Alors il tente des patines, des teintes nouvelles, essaie de surprendre avec ses planchers en métal pour l'industrie du luxe. Là, par exemple, ça a été une demande qui nous a été faite par Chanel pour réaliser un sol dans le studio de Karl Lagerfeld. Et donc, à l'occasion de cette commande, il a fallu trouver des réponses techniques à la demande esthétique qui nous avait été faite. Au contact de l'art contemporain, au contact des métiers du spectacle, j'ai été bousculé dans mes habitudes et j'ai été chercher ça pour déplacer les limites, pour aller chercher autre chose et réinventer mon métier. C'est ça vraiment qui me plaisait. Réinventer le métier, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans tous les arts appliqués. Prenons cette autre technique, le vitrail. On ne l'utilisait plus guère, avec son image un peu désuète. Caroline Pré-Germain est installée dans un sous-sol parisien. C'est vrai que c'était un peu peut-être vieillot, quoi, peut-être. Pour moi, c'était important d'essayer de trouver une écriture un peu plus contemporaine. En fait, j'avais envie de trouver un style qui soit propre à moi. Des décorateurs lui commandent des vitraux de plus en plus inventifs, où elle mélange style, technique, peinture sur verre. Elle a sa notoriété aujourd'hui, mais cela lui a pris du temps. À ses débuts, les clients ne la prenaient pas au sérieux. Pour s'imposer, elle a dû passer le prestigieux concours de meilleure ouvrière de France. Au début, quand j'ai commencé, j'ai fait un peu de sous-traitance, je travaillais pour les autres. Puis j'ai fait pas mal de restaurations, de petites restaurations dans les cages d'escalier. C'était pas facile quand même dans la profession pour une femme. Souvent, j'ai eu des clients qui venaient et qui me demandaient « Va me chercher ton papa ».
Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc quand tu vois que vous êtes meilleur ouvrier de France, bon, tout de suite, ça va. Lorsqu'on évoque les métiers d'art, on pense immédiatement tradition, restauration d'œuvres dans les châteaux, les musées. On oublie tous ces créateurs, ceux qui font bouger les lignes. Gabor Olszewski appartient à une génération qui fait du beau avec des matériaux de fortune, qui subtilise des techniques dans chacun des métiers d'art, des techniques que chaque profession gardait jalousement pour elle. Les doreurs, s'ils me voyaient, ils seraient morts de rire. Parce que je ne fais vraiment pas comme il faut. C'est vraiment un autre métier et je n'ai pas les coups de main que les doreurs ont. Mais je ne suis pas dans cette tradition. Il emprunte des techniques aux doreurs, aux laqueurs. Il était peintre, il fabrique des papiers peints, applique des feuilles de laiton minuscules sur des tissus ou crée de grands panneaux décoratifs comme ceux-ci. On fait juste la peinture qui donne l'effet d'ombre. Et la lumière change énormément selon l'angle d'arrivée. Et dans la pénombre, fonctionne très bien parce qu'il capte le moins sources lumineuses. Même une bougie peut éclairer une pièce. En tâtonnant, il a mis au point des recettes secrètes pour oxyder les métaux avec des acides. Il réinvente le verre églomisé, une technique délaissée depuis 2 siècles. Il essaie plein de nouveautés sans savoir si elles se vendront un jour. Surtout que les clients français se font rares aujourd'hui. C'est le grand paradoxe des métiers d'art. Ils ne font pas recette en France. Nul n'est prophète en son pays. Là, c'est une commande pour la Suisse. C'est une commande pour un particulier. Malheureusement, on n'a quasiment rien en France. Pourtant, on fait pas mal d'efforts pour être présent, être visible. Mais bon, il faut aller loin pour pouvoir travailler sur place. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Avoir très peu de clients français, cette dure loi actuelle, les artisans d'art ont su la contourner. Voici le salon Maison et Objets, un salon réservé aux professionnels de la décoration. Parmi les visiteurs, une majorité d'étrangers. Des architectes d'intérieur, des décorateurs, à la recherche de nouveautés. Gabor Olszewski expose dans ce salon. Et c'est en anglais qu'il répond aux questions des visiteurs. Les clients étrangers sont devenus sa cible. Cette année, curieusement, il y a plus de visiteurs chinois que les autres fois, avec des demandes entièrement nouvelles. Vous pensez que la Chine, c'est un marché important? Ils sont là, ils viennent commander, ils viennent plus proposer la collaboration ou fabriquer nos papiers peints chez eux. Non, ils viennent pour acheter nos papiers peints. Moi, j'ai des commandes de la part d'un grand architecte de Hong Kong. J'ai des commandes de lacs chinois. Il faut faire quand même. Dans l'espace réservé aux métiers d'art, Serge Nicole est céramiste et président des ateliers d'art de France. Il a connu les ravages de la mondialisation et l'effondrement du marché des artisans, avant le sursaut actuel. Il y a 20 ans, nos clients, c'était des commerçants. Chacun d'entre nous avait 50 clients, des magasins de décoration, des magasins de cadeaux. Avec la mondialisation, ce réseau de distribution s'est détruit. Nos effectifs ont baissé de tous, toute la profession. Ça a été extrêmement difficile à vivre. Les objets de décor venaient de Chine, venaient d'Asie à ce moment-là. Et à mesure que les clients français disparaissaient, à mesure, les visiteurs internationaux augmentaient. Et aujourd'hui, nos clients sont complètement internationaux. Avec la mondialisation, le marché de l'art est devenu international, même celui de l'artisanat. Nous retrouvons Caroline Pré-Germain et Steven Richard dans ce salon. Ils ont rendez-vous avec une pro de l'export qui s'est spécialisée dans les métiers d'art, Dominique Andréani. Elle a tissé dans le monde entier un réseau de décorateurs. Abu Dhabi, Dubaï, Doha, si ça marche, ça. Aujourd'hui, elle organise un voyage d'affaires dans les Émirats, là où se trouve l'argent, donc les clients. C'est une prospection de longue haleine pour les artisans. Il y en a certains que je connais qui ont eu rapidement du chiffre d'affaires réalisé au bout de 2 missions, et puis d'autres où il va falloir y aller 3, 4 fois, 5 fois pour pouvoir décrocher les marchés.
Dans ce voyage, chacun emportera des échantillons dans ses bagages. Même Steven Richard, l'artisan du métal. Il y aura une valise un petit peu lourde, mais... Ouais. Nous avons retrouvé Caroline et Steven dans leurs ateliers avant leur départ. Caroline Prégermain s'essaye à un style arabisant. C'est un client que je vais voir, que j'irai voir au Qatar, quand j'irai à la prochaine mission. Il m'a commandé ça. Là, des motifs un peu plus orientaux, en fait, que j'ai fait. Et j'ai fait d'autres motifs plus classiques, comme ça. Et de son côté, Steven compte sur ses nouveaux planchers en métal. Alors ça, c'est des échantillons que je vais prendre pour notre déplacement au Moyen-Orient. Là, c'est des propositions de sol 100% métal et là, un mélange bois-métal. Quand on est sur ces mélanges de tradition et d'innovation, ça suscite toujours de l'intérêt. Leur destination, Dubaï, l'un des Émirats arabes unis dans le Golfe. Une ville futuriste où les tours ont poussé en moins de 10 ans. Une ville de l'après-pétrole qui veut être centre d'affaires, centre touristique, port franc. Et aussi, ville des records. La tour la plus haute du monde, 800 mètres, l'hôtel le plus étoilé au monde, 7 étoiles, et les signatures des plus grands architectes du monde. Et des centaines de cabinets internationaux de décorateurs se sont installés ici. Quand nous retrouvons Caroline, Dominique et Steven, ils sont déjà depuis une semaine dans le Golfe. Ils sont allés au Qatar, à Oman, les voici à Dubaï. Et c'est leur 20e rendez-vous d'affaires. C'est un rythme soutenu. Tout se joue comme ça sur une vingtaine de rendez-vous. Plus on en fait, plus on augmente nos chances d'obtenir des résultats. Plutôt que d'être dans son petit atelier, tout seul, dans son coin, ça ouvre des perspectives et c'est motivant, ça donne la pêche et non, c'est intéressant. De toute façon, ça sera positif pour moi. Je pense que ça va déboucher sur du travail, enfin j'espère. À quoi ressemble un rendez-vous d'affaires à Dubaï? Les artisans ne voient jamais les clients. Même leur nom reste secret. Tout passe par des intermédiaires, des décorateurs, qui ont des projets à 1 an, 2 ans. Le jeu pour les artisans, c'est d'engranger des commandes pour l'année prochaine. Et chacun a un quart d'heure pour convaincre. C'est le grand oral. Ça passe ou ça casse. Il faut montrer les références, les réalisations, les nouveautés. Là, c'est un hôtel sur les Champs-Élysées. On a mélangé des feuilles d'or et du métal. Pendant que Steven argumente, d'autres artisans français du groupe attendent leur tour. La tension est perceptible. Chacun joue gros dans ces instants. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu cela. C'est très nouveau. Et est-ce que le métal se raye? Non, une rayure restera invisible. C'est notre design, mais nous pouvons l'adapter pour vous. C'est possible. Ah, vous êtes très flexible. On essaiera toujours de trouver une solution. Ici, on ne comprend pas toujours la qualité de l'artisanat d'art français. Et une copie asiatique, moins belle, mais 30% moins chère, peut facilement être préférée. L'export, c'est pas un claquement de doigts, hein. On nous attend pas. Là, on est aux frontières de 2 continents, de 3 continents. Ils sont beaucoup plus ouverts que nous sur des productions asiatiques, américaines, européennes, africaines, leur propre production locale. Et c'est au tour de Caroline Prégermain. Elle aussi a dû apprendre à se vendre. Elle aussi se retrouve face à des sphinx qui ne disent jamais si un produit peut les intéresser pour une décoration. Voici un nouveau produit. On a mis un miroir derrière. Mais comment savoir si un contact peut devenir une touche gagnante dans quelques mois? Si l'entretien a accroché, si votre création sera retenue. Oui, c'est un style arabisant. Et tout est du sur-mesure et toujours des pièces uniques. Premières impressions à chaud pour Caroline Prégermain, qui n'est pas entièrement convaincue par ce contact. Il faut leur expliquer vraiment ce que c'est. Bon, même la technique, ils ne connaissent pas. En fait. Ah bon? Non. Non, pas du tout. Donc il y a toute une éducation à faire. Et comment vous sentez si c'est un bon contact ou pas?
aux questions posées? Tu le vois par rapport à la clientèle qu'ils ont. Par exemple, eux, ils ont beaucoup de restaurants et je pense pas que mon produit, comme il coûte assez cher, ils peuvent le mettre dans des endroits comme ça. Mais souvent, ils trouvent ça beau quand même. Ils aiment bien. Ils apprécient le travail, oui. Des immeubles, des bureaux qui seront à décorer dans un an peut-être. Parfois, les rendez-vous sont plus confidentiels. Dominique Andréani roule vers Abu Dhabi avec un autre artisan français, Marianne Ghettoni, qui réalise des décors peints en trompe-l'œil. Ils ont rendez-vous sur le chantier du nouveau palais présidentiel d'Abu Dhabi, un chantier pharaonique. Nous ne pourrons pas les accompagner. Les architectes ne veulent pas être filmés. C'est souvent le cas lorsque leurs clients sont des familles royales. Là déjà, pour avoir un rendez-vous, c'est assez compliqué. Donc là, on est vraiment au cœur du palais. Donc ça va être... Tout est discret en fait ici. Oui, tout à fait. Bon, Donc là, on va devoir vous laisser là. Bon rendez-vous alors. Ah merci, à tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le chantier représente des milliers de mètres carrés. L'entretien dure une demi-heure. Nous les retrouvons ensuite dans un hôtel tout proche, typique de l'architecture d'intérieur d'Abu Dhabi. Apparemment, l'entretien a été positif. Les peintures décoratives de Marianne ont accroché. Ils sont intéressés par le travail de Marianne, surtout pour des matières, métallisation, des choses assez innovantes et assez nouvelles, entre guillemets. C'est le meilleur rendez-vous de la semaine pour moi. Ouais, tout à fait, oui. Ça serait, un seul rendez-vous comme ça me suffirait à chaque mission. Allez, on sort. De retour à Dubaï, comme après chaque journée de travail, les artisans feront le point. L'une d'eux réalise des coffrets parfumés. Valérie, bonjour. Pour elle, la journée a été bonne. On va bien commande. C'est cool. Commande, un contact. Un client, mais c'est la 3e que je lui envoie. Super. Ouais, toi, Caro écoute, moi, oui, ce matin, j'ai vu le client... Étonnant de voir ces artisans d'art démarcher à l'export, agir comme de grosses entreprises, peaufiner des stratégies. On ne peut pas exporter notre savoir ou notre travail. En imposant nos goûts, il faut aussi, je pense, s'adapter. Le classique français, par exemple, aura du mal à s'exporter, il faut l'arranger pour que ça puisse fonctionner ici. Mais tout en conservant une exigence de qualité irréprochable, et ça, il ne faut pas en démordre. Étonnant car cette mission coûte cher, 6 000 € par personne. Les artisans n'en paient que 2 000, car il y a un coup de pouce. Régine Perrallon représente une chambre des métiers qui paie la différence avec l'aide d'une région française. Actuellement, la situation est quand même difficile pour ces métiers exceptionnels. En France, un certain type de clientèle n'achète plus ces produits parce que le niveau de vie a dû baisser, je suppose. Et donc, ce n'est qu'à l'export qu'ils peuvent être vendus. J'ai des témoignages tous les jours, que ce soit sur les salons, en mission, comme ça. On me dit sans l'export, la société ne survivrait pas. À la France. À l'export de nos projets. Allez à l'export. L'artisanat. Car il existe aussi une fragilité des métiers d'art. C'est leur dépendance à l'ère du temps, aux effets de mode, aux goûts qui changent. Voici Revel en Haute-Garonne. C'était la cité des ébénistes d'art. Il y en avait 40 à la grande époque. Il n'en reste pratiquement plus. Cet atelier était l'un des plus prestigieux, l'entreprise Daïdé. De génération en génération, elle remontait au XVIIIe siècle. Elle a fermé il y a 2 ans. René Daïdé employait une vingtaine de compagnons. Il vient toujours à l'atelier où il a ses souvenirs et continue de faire des meubles. Venir ici tous les jours, ça vous fait pas mal au cœur, hein? Bon, mais enfin, j'ai l'impression que c'est pas complètement mort, vous voyez, le fait de pouvoir encore traduire certains meubles. Non, je crois que ça lui manquerait, en fait, beaucoup, s'il venait pas à l'atelier. Et donc, bon, on peut pas, d'un jour ou l'autre, arrêter dans sa vie ce qu'on a toujours fait. Chaque jour, il refait ses gestes traditionnels, ces mêmes tours de main qu'il a enseignés à des dizaines d'ouvriers dans sa vie. Ouais,
Voilà. Ça a quelque chose de sensuel, vous voyez. Hein? C'est irréversible. Si vraiment on laisse disparaître complètement ce savoir-faire, c'est dommage parce que ce type de produit, évidemment, en quelque sorte, faisait partie du patrimoine national. L'entreprise a encore tout un stock de mobilier. Des copies de meubles grand siècle, au bronze doré à leur fin, dont les originaux sont dans des musées. Là, il s'agit du bureau Louis XVI qui appartenait à Marie-Antoinette, qui se trouve au Louvre. C'étaient les intérieurs chics des décennies précédentes, des meubles coûtant de 9 000 à 30 000 euros. Ce magnifique bureau plat, qui était le bureau de Catherine II de Russie. Eux aussi étaient connus au-delà des frontières. C'était de l'exportation pour des VIPs, pour des personnages très importants, comme le Shah d'Iran, le sultan de Brunei, le roi de Thaïlande, l'empereur Hirohito. Voilà le type de clientèle que nous avions via des décorateurs, des architectes d'intérieur, parce qu'on ne les approche pas facilement, ces gens-là. Leur passion les entraînait loin parfois. Et alors là, nous voilà devant le chef-d'œuvre incontesté de l'histoire de l'ébénisterie, le secrétaire à cylindre de Louis XV. Nous, personnellement, on a passé un peu plus de 5 ans, 17 500 heures pour réaliser ce bureau. Il n'y a plus aucun atelier qui soit capable de refaire ce meuble-là, c'est fini, quoi. C'est le dernier des Mohicans. Nous représentions les derniers dinosaures. Le bon goût disparaît. Hein? C'est le goût qui change, en fait. Les pages se tournent, des goûts nouveaux apparaissent, portés par d'autres artisans, d'autres passionnés qui viennent d'autres horizons. Constantin Lannes a refait sa vie à mi-parcours, a hésité longtemps entre la sculpture sur bronze et le bois. Et finalement, il a créé son entreprise d'ébénisterie. Noyer du Périgord. Il mélange les matières, les matériaux composites, le bois, le bronze, les patines, travaille des formes modernes. Auparavant, il dirigeait l'informatique d'un groupe de presse. Un jour, il a tout envoyé promener pour vivre sa passion. Ah, t'avais bonne profondeur. On me disait que ma carrière était toute tracée, que j'allais devenir ensuite un directeur d'un pays, puis l'Europe, etc. Ça me correspondait absolument pas. Quand ils m'ont annoncé ça, c'était vraiment une angoisse. Je ne me voyais pas revenir dans un bureau et refaire quelque chose qui ne soit pas en lien avec la création. C'était vraiment un besoin viscéral de créer. Alors il a refait un parcours complet, à 30 ans passés. L'apprentissage d'abord, puis ouvrier pendant 3 ans chez un ébéniste, tout en devant rassurer son entourage, qui ne comprenait pas toujours son choix. C'est des moments de doute, c'est des moments d'intense des réflexions, on recommence à zéro. On a le jugement des autres quand on change de carrière. Mais pourquoi tu fais ça? Tu gagnais beaucoup mieux ta vie. Ils se rendent compte au fur et à mesure qu'on est sur la bonne voie, puisqu'ils nous voient en fait nous épanouir, être heureux et en plus gagner correctement notre vie. Donc c'est bien. Lui aussi prospecte à l'étranger, même si le hasard a voulu nous faire rencontrer un couple de ses clients français, des voisins qui travaillent dans le cinéma. Vous voulez venir voir votre table? Aujourd'hui, ils prennent livraison de leurs commandes. Les heureux clients. Les heureux clients de cette table. Oh, et franchement. Magnifique. C'est beau. Hein. Elle est d'une sensualité, cette table, elle est magnifique. Il y a toujours ce petit pincement au cœur de l'artisan de voir partir une œuvre. C'est bien, ça va faire plaisir à quelqu'un. Ça y est, il va vivre. Il va vivre sa vie de meuble. De l'informatique, l'hypermodernité, il est retourné au plus primal, le bois, pour créer du neuf, comme des centaines d'autres artisans qui ont trouvé le bonheur dans l'atelier et qui ont su en faire une force économique insoupçonnée, mais bien vivante. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro d'Envoyé spécial le samedi.
Et avant cela, rendez-vous jeudi pour un prochain numéro d'Envoyé spécial avec des reportages et des enquêtes inédites. D'ici là, très bel après-midi sur France 2.